Bonjour à tous, ces images nous arrivent de Birmanie. Et comme vous pouvez le voir, il va y avoir impact au niveau du rotor principal de cette Mi-17 et du drone. Alors, ces images sont extrêmement impressionnantes, mais surtout ce qu'elles nous permettent d'apprendre, c'est que ce type de mode opératoire n'est désormais plus limité à l'Ukraine, où on l'a vu arriver il y a un peu plus d'un an. Ce que je vous propose dans cette vidéo, c'est un tout petit retour sur ce qui se passe actuellement en Birmanie. Et on peut dire que l'actualité est dense depuis le tremblement de terre du 28 mars dernier. Essayez d'en savoir un tout petit peu plus sur la guerre du Kachin. La première, elle a duré 33 ans. La deuxième dure depuis 2011. Se rendre compte que l'armée birmane est en fait extrêmement bien équipée, que ce soit avec du Sukhoi 30 ou encore du JF-17. Et surtout, en sortir 4 grandes leçons, car il est urgent de comprendre que le monde de l'aérien est en train d'évoluer et pas forcément au plus facile pour les pilotes d'hélicoptères. Allez, jingle. Sur cette vidéo, nous sommes dans le nord-est de la Birmanie. Birmanie qui a une frontière avec la Chine. Alors le Kachin, c'est connu pour le peuple Kachin. Suivant les sources, il serait 1 à 1,5 million dans le nord de la Birmanie, 10 000 aux États-Unis, 150 000 en Chine. Et ils ont une volonté d'indépendance. Et donc ils ont créé la KIA. Alors c'est pas Killed in Action, c'est Kachin Independence Army. En 1961. Il y a eu une première guerre qui a duré 33 ans, qui a fait plus de 5000 morts. Ensuite, il y a eu un cessez-le-feu qui a été signé en 1994 et les hostilités ont repris en 2011, notamment autour et à cause de la construction d'un barrage hydroélectrique. Là, les images de l'impact sur la Mi-17, c'est du côté de Bhamo. Et Bhamo, eh bien, c'est le terminal fluvial de l'Irrawaddy. L'Irrawaddy, c'est près de 2200 km de long. C'est la grande voie nord-sud pour traverser en fait la Birmanie. Et ça vient du sanskrit de Irrawaddy qui veut dire le fleuve des éléphants. On est un petit peu aux portes de la Chine, si vous voulez, pour les bateaux à cet endroit-là. Et c'est une zone où il y a eu beaucoup de combats et pas mal de pertes, que ce soit d'hélicos ou d'avions pour l'armée birmane. Les forces armées birmanes, elles sont un petit peu décriées, c'est le moins qu'on puisse dire, notamment à cause du recrutement d'enfants. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au moment où les Britanniques se sont retirés, ils avaient 3 Spitfire et 16 Tiger Moose pour l'armée de l'air birmane. À l'heure actuelle, ils ont des Q5, ils en auraient 24, ils ont 8 Sukhoi 30, ils ont 38 MiG-29, on ne sait pas quel pourcentage en état de vol, ils auraient 13 JF-17, les fameux avions sino-pakistanais, 36 J-7. Et pour ce qui est des Mi-17, donc l'hélicoptère que l'on va voir va être détruit, environ 25. Pour vous donner une idée, en 2021, c'est un Mi-35 qui avait été abattu. Janvier 2024, c'était un Mi-17 qui s'était pris un FN6, ça avait fait 6 morts. En janvier 2024, encore une fois, c'était un JC9 qui avait été abattu. Toujours en janvier, il y a eu beaucoup de grabuge en janvier. Encore un hélicoptère abattu, on ne sait pas exactement quel type. Et en février, un mois plus tard, c'était un MiG-29 officiellement avec un souci technique. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que là, il y aurait l'hélicoptère perdu, ça serait à cause d'un souci technique d'après les sources officielles. Quand on regarde un peu les images, on voit qu'il y a une drop zone, une zone où les hélicoptères viennent déposer des biens. D'ailleurs, notre hélicoptère qui va être touché, lui, ne pose même pas les patins, il fait un passage bas et vous le voyez au niveau de la soute arrière, il y a le personnel qui jette des sacs, ils viennent amener du matériel pour les troupes qui sont au contact dans cette zone. Le premier hélicoptère se pose sans souci, il décharge, il repart. Notre hélicoptère, il arrive, il fait une petite translation, comme on dit. Là, on voit clairement l'impact au niveau du rotor, mais il ne faut pas oublier qu'un hélicoptère, c'est extrêmement bruyant. Et donc, on va voir dans les leçons, moi je me pose la question, est-ce que l'équipage avait conscience qu'ils ont été touchés? Quel phénomène vibratoire a suivi et quelle conscientisation a eu l'équipage du fait qu'en fait, ils avaient eu des dégâts à cause d'un drone. Je pense qu'ils ne s'en sont pas rendus compte. Toujours est-il, vous voyez quand les hélicoptères arrivent, là, qu'il y a des tôles qui sont soufflées. On est donc sur une culture de la drop zone qui peut être améliorée. Qu'après l'impact, notre deuxième hélicoptère, il continue d'envoyer des sacs. Et qu'après, il repart, son leader
a repris de l'altitude. Il n'y a pas de volonté de voler très bas, très rapide, d'essayer de faire du vol tactique comme on dit dans l'armée de terre. Là, on est plutôt sur la translation. Bref, il ne semblerait pas qu'ils aient conscience d'être dans une zone chaude, une zone dangereuse. Néanmoins, les hélicoptères ne perdent pas de temps et c'est quand même assez efficace pour se débarrasser des sacs. Alors d'après certaines sources, dans cette zone, il y a un Mi-28 et un Mi-8 qui avaient été perdus quand même en août 2024. Je vous ai parlé du tremblement de terre qui a beaucoup touché la Birmanie, c'était le 28 mars dernier, il y a eu plus de 6000 morts. Plus récemment, vous avez un autre groupe dissident, le NUG, qui a des gros soucis avec la junte au pouvoir, car je vous rappelle qu'il y avait Aung San Suu Kyi qui était au pouvoir, c'est une prix Nobel de la paix 91, était chef du gouvernement de 2016 à 2021, qui a eu des élections, que les militaires n'ont pas accepté les résultats des élections, et qu'il y a eu donc une prise de pouvoir par les militaires début 2021. Dans tous les cas, quelles sont les 4 leçons? La leçon numéro 1, c'est quelle est la conscience de la situation de l'équipage d'hélicoptère. Mettez-vous à la place du pilote d'hélico, vous venez, vous faites votre translation, votre équipage à l'arrière est en train de sortir les sacs, vous allez faire votre demi-tour, et là, eh bien, il y a un tout petit drone qui vient exploser au niveau de votre rotor. Vous ne pouvez pas le voir directement. S'il n'y a pas de vibration derrière, s'il n'y a pas d'impact immédiat dans les prochaines secondes alors que vous êtes dans cette phase-là, il y a de grandes chances que vous repartiez en vol. Et ce qui s'est passé, c'est qu'ils sont repartis en vol et il semblerait qu'ils n'aient jamais réussi à atteindre la base, qu'ils se soient écrasés avant. Ce qu'il est important de comprendre, c'est qu'un petit drone comme ça, c'est extrêmement dur à détecter pour le pilote. D'un point de vue guerre électronique, ça va pas forcément marquer. D'un point de vue onde radar, absolument pas. D'un point de vue visuel, bon courage. Et d'un point de vue son, c'est pareil. Donc au final, c'est une arme très dure à détecter. Et savoir que vous êtes touché n'est pas évident. Donc ce qui est compliqué, et c'est notre leçon numéro 2, c'est la reconnaissance des victoires aériennes. Réussir à dire c'est à cause de ce drone que l'hélicoptère s'est écrasé un peu plus loin est extrêmement compliqué à prouver. C'est d'ailleurs tout le problème qu'on a eu sur l'escarmouche indo-pakistanaise. Mais en 3, ça nous rappelle que les hélicoptères sont extrêmement fragiles. Et oui, un hélicoptère, et surtout au niveau du rotor principal, ça a besoin de parfait équilibre. Et si vous commencez à prendre des projectiles à cet endroit-là, c'est pour ça que j'ai fait la remarque sur les débris qui volent, vous pouvez avoir pas mal de soucis. Pour rappel, au Vietnam, il y a plus de 10 000 aéronefs américains qui ont été abattus, énormément d'hélicoptères, et certains même avec une seule balle de Kalachnikov. Ça peut aller extrêmement vite. Donc on en arrive au numéro 4, qui est la démocratisation de cette technologie. Ils sont juste à côté de la Chine, mais surtout ce qu'on voit, c'est que vous avez maintenant accès à ces technologies qu'on peut appeler des technologies de déni d'environnement, de déni de matériel d'ancienne génération ou de matériel traditionnel, un petit peu comme les drones Magura. Ça ne va pas forcément vous permettre d'utiliser, de maîtriser, d'occuper le terrain, mais ça peut gêner l'adversaire. Pour faire ça, on dit depuis longtemps, quand on observe le conflit russo-ukrainien, on sait que toutes ces technologies risquent de sortir, pas forcément adaptées et utiles directement pour des armées conventionnelles, mais pour tout ce qui est guérilla, pour tout ce qui est guerre asymétrique, la technologie n'a jamais autant été utile pour des factions armées. Car là où avant vous aviez un coût d'accès au matériel / à l'efficience militaire qui réservait ces matériels à des États, à d'énormes organisations, et désormais, avec quelques centaines de dollars, vous pouvez aller détruire du matériel qui coûte plusieurs millions. Je vous avoue qu'on ne s'attendait pas forcément à voir la Birmanie avec ces images dans un premier temps. Malheureusement, il y a beaucoup de zones de conflit à l'heure actuelle sur Terre. L'utilisation des drones, c'est pas quelque chose de nouveau, ce n'est pas quelque chose qui a été créé avec le conflit russo-ukrainien. Je vous rappelle que même les armées françaises, on a eu des pertes et des blessés à cause de drones utilisés par Daesh, c'était dans les années 2015. Ce que l'on voit, c'est clairement une accélération au niveau de cette technologie, un affinage, un mûrissement de ses capacités opérationnelles et surtout la démocratisation de son usage. À une époque, les Marines, ils disaient « Every Marine is a rifleman ». Chaque marine doit pouvoir utiliser une arme. Je sais que c'est en train de circuler de plus en plus. Ils sont en train de se dire peut-être que « Every Marine should be a drone operator ». Chaque marine devrait pouvoir utiliser un drone. Est-ce qu'on va aller vers des groupes armés où, en plus de la formation initiale au maniement des armes, on aura la formation initiale au maniement des drones? Il y a de grandes chances, en tout cas pour tous ces groupes armés asymétriques, car c'est clairement comme ça qu'ils vont pouvoir non pas inverser le rapport de force, mais peut-être faire subir des pertes à leurs adversaires que ce dernier n'est pas prêt à accepter pour des raisons politiques. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne, pourquoi pas en conférence, en formation ou en stage sur le bassin d'Arcachon, et d'ici là, fly safe.